T'es-tu prête à t'emporter encore? Je vais essayer de prendre ça pour la blague que c'est. Autre temps, autre mœurs. Ouais. Allô tout le monde! Salut! On est de retour! Yeah! Hey, ça fait longtemps, on dirait que ça fait des années qu'on n'a pas filmé. On n'a pas filmé depuis l'année passée! Premièrement, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Tu l'as eu là? New Year, New Me! Ça nous ferait bien plaisir de te compter dans le clan, dans la famille. Hein? Ordinaire. Aujourd'hui, on avait envie de rire. Jaune. Jaune est le mot clé dans cette affirmation parce qu'il s'agit de la partie 3 d'une vidéo qu'on a filmée il y a plusieurs années à la base, là. Mais le bijou qu'est l'encyclopédie de la femme canadienne regorge de beaucoup trop de trucs intéressants, drôles et tristes et toutes les émotions pour qu'on n'en fasse pas une troisième partie. Puis si jamais ça t'intéresse, on a déjà 2 parties en ligne de cette analyse de l'encyclopédie de la femme canadienne. On te met les liens ici, en barre d'infos, partout. On est dû pour notre check-up annuel de féminisme. Bien sûr, je pense qu'on l'avait dit la dernière fois aussi, mais notre but n'est pas de se moquer de Feu l'auteur ou encore de cette époque. Ou, on comprend que c'était une autre époque, c'était une autre vie, d'autres mœurs, mais on aime ça, voir à quel point ça l'a cheminé, parce que, tu sais, même lire cette encyclopédie-là, mettons, il y a 10 ans versus aujourd'hui, on accrocherait sur des trucs différents. Il y a des choses qui ont changé énormément, il y a des choses peut-être qui n'ont pas changé. C'est ça qu'on va voir. Il y a peut-être des choses qui reviennent. Peut-être. Donc, si ça t'intéresse de lire avec nous quelques phrases dénichées dans l'encyclopédie de la femme canadienne, reste avec nous parce que ça s'en vient. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'encyclopédie de la femme canadienne, c'est un énorme manuel qui a été écrit en 1966. En tout cas, l'édition qu'on a, c'est 1966. Une Bible. Carrément. Écrit par Michel Tisser. Vous connaissez peut-être son fils? Charles Tisser, oui, c'était la mère de Charles Tisser qui a écrit ça. Sage-femme. Oui, dans le sens qu'elle était sage, pas une sage-femme. Non, non. Okay. Je sais pas ce qu'elle faisait dans ses temps libres, là, ça accouchait des femmes. Premièrement, la chose qui a sauté à nos yeux dès la page 31, c'est différents trucs pour ton look, pour ton image, dont le bronzage. Mais le bronzage, apparemment, qu'en 66, ça se disait pas un bronzage, c'était brunir. Donc, il y a une belle section qui s'appelle « Comment brunir ». J'aimerais t'entendre par rapport à ça. Comment brunir? Ben, l'essentiel de ça, c'est que la couleur brune doit apparaître sans que la peau passe par le rouge. Déjà là, on est une gang là, à pas pouvoir brunir dans la vie. Quand c'est le projet dans mon cas. Puis bien sûr qu'en 66, là, le sujet chaud du cancer de la peau n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on a une bonne conduite du brunissage bien décrite ici, là. Ça me cille dans les oreilles! Le brunissage! Ne pas s'exposer longtemps le premier jour ou bien n'exposer que les jambes. Les jours suivants, augmenter progressivement en durée et en surface les expositions. C'est pas complètement fou, là. À ce moment-là, ne pas cesser un seul jour de s'exposer. C'est là que ça chire. On était bien partis, Michel, là! Une interruption de 2 jours suffit à rendre sensible aux rayons brûlants. Fait que tu sais, c'est ça, elle veut modifier ton ADN un peu. Par son brunissage, c'est ça qu'elle... Protéger les yeux, oui, on est d'accord. Protéger aussi, parfois, les parties sensibles. Mais juste des fois, quand ça te tente. Ben, quand ça te tente. Là, quand ça donne, ce serait bien smart de protéger ton nez. Dans ta cure de brunissage, parce que c'est carrément une cure, là. Il faut éviter les boissons alcoolisées, mais ce qui est pas fou. Les mets épicés ou acides, les frictions à l'eau de Cologne. Une chance qu'elle l'a dit. Les savonnages avant ou après les séances. Lave-toi pas. Mais mets pas d'eau de Cologne. Mais mange pas acide. Puis pars pas sa margarita. Prochain truc offert dans l'encyclopédie, c'est, tu sais, pour avoir des petits yeux brillants, là, qui respirent la santé, photo ready, là. Le truc de Michel Morgan, hein, pas de Michel Tisser, on va lui épargner celui-là, c'est, paraît-il, de se vaporiser dans l'œil le sucre d'une peau d'orange. On vient-tu de me suggérer de me sacrer de l'acide dans l'œil, là? T'as-tu des verres de contact en ce moment? Non. Tu veux pas me mettre de l'orange dans l'œil. Vous pliez le morceau d'écorce et vous en faites jaillir une fine bruine d'un liquide parfumé, hein? Mais ça pique. Un liquide parfumé, mais qui pique. Elle rajoute, vous préférez peut-être un collyre ou des gouttes bleues en pharmacie. Je sais pas, Michel. Moi, je préférais ma vision.
Ben, je veux dire, tes yeux deviennent larmoyants, là, sont bien beaux, tu vois plus, tu sens bon, mais griffe, ça pique, là. Tes pupilles sentent bon. Croyez-le ou non, en 1966, il y avait jugé bon d'inclure une partie sur la chirurgie esthétique, hein, parce que c'était déjà pratique courante. Bon, garantis pas les succès qu'il y avait, là. Mais je trouve ça drôle que la façon qu'ils l'abordent là-dedans, c'était sûrement assez avant-gardiste, là, parce qu'ils disent, tu sais, n'hésitez pas si vous avez un complexe à passer sous le bistouri, tu sais, ça existe, blablabla. Ça semblait pas si tabou que ça. Ouais. Mais c'est surtout l'introduction, moi, qui m'a titillée. Ce qui détermine une opération esthétique est grave, souvent très grave même. C'est la guérison d'une obsession qui interdit quelquefois le bonheur. Pas fou, c'est romancé, mais c'est pas fou. Combien y a-t-il de femmes à qui il suffirait d'une petite opération pour qu'elles deviennent jolies? Pour qu'elles prennent de l'assurance, pour qu'elles puissent envisager une carrière jusque-là interdite. Je dis pas que pour qu'elles deviennent jolies, non. Pour qu'elles prennent l'assurance, oui. Oui. Pour qu'elles puissent envisager une carrière, non, mais oui. Ça dépend d'où, comment tu le prends. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Ouais. Et combien y en a-t-il qui ne le savent même pas? Et qui vivent repliées sur elles-mêmes, renfermées, silencieuses, sans même envisager qu'une simple petite opération changerait cette existence. C'est pas l'opération qui change l'existence, je crois pas. Non. Je pense que c'est plus le feeling à l'intérieur, là. Mais tu sais, c'est un passage que je me dis, si on n'est pas hypocrite, là, c'est vrai qu'il y a encore des carrières qui sont réservées aux beaux gens qui respectent, si on veut, les standards de beauté. Puis que, exemple, pour faire de la télé, ben c'est vrai qu'il faut encore ressembler à un certain type de personne, même si je veux que ça change, tu sais. Mais il y en a pas des pichous à télé. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est la technique un peu de sandwich de merde qui est utilisée ici. Puis j'ai remarqué que c'est un thème récurrent dans mes recherches dans ce livre-là. Souvent, c'est genre, m'a garoché la pire phrase que t'as jamais lue. Puis après ça, je vais dire de quoi tu semi-sensé. Fait que là, je suis comme, je suis perplexe. Prochain sujet, la fameuse ménopause. Ah, il y a quand même de longs chapitres là-dessus. Là. On voit que c'était une préoccupation de Michel. Tu sais, ça fait partie de la vie des femmes. C'est normal que dans l'encyclopédie de la femme, ce soit présent. Par contre, il y a une section qui s'appelle « De la volonté ». Ça part mal, là. Tu sais, il commence en disant que l'équilibre mental peut être chamboulé dans la ménopause, puis que la mauvaise humeur que les femmes subissent souvent à la ménopause, c'est lié au déséquilibre glandulaire des glandes. Mais ce serait trop simple et trop commode de plaider l'irresponsabilité. Donc, ça prend de la volonté pour s'en sortir. Ça dit « Les sautes d'humeur et la nervosité peuvent, avec de la volonté, et parfois à l'aide d'un médecin, hein, qui pourra vous donner la médication, disparaître totalement, ou du moins perdre leur caractère agressif. » Donc, le débalancement d'hormones, fine, on sait que ça existe, mais t'as pas assez de volonté si tu te fais battre par ça, là. C'est ça, dans le fond. Si t'es une mauvaise humeur, là, c'est vraiment ta volonté, là. T'es vraiment lâche, là, dans le fond. C'est ça, un peu, là. Mais on dirait que c'est le genre de discours que je me serais attendue plus d'un homme, mettons. Ouais. Tu sais, ça me surprend qu'une femme, je sais pas elle avait quel âge quand elle a rédigé ça, mais d'après moi, elle devait être proche de ça, là. Elle a ce discours-là. Tu sais, à quel point c'était ancré comme... Ben, ceux-là encore, il y a encore des femmes qui ont ce genre de discours. Ouais, mais science, c'est des hormones, là, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux débattre de tout ça? Mais ce qui m'a rendu un peu inquiète, c'est que comment elle décrit, là, genre, brusquement, les bruits familiers de la maison prennent du relief, vous entourent comme autant d'ennemis personnels, les petites manies de chacun vous semblent soudain insupportables, et avec une mauvaise foi plus ou moins consciente, vous saisissez la plus mince occasion pour créer un incident qui va vous permettre l'éclat libérateur. Moi, je suis pas ménopausée, et ça me correspond tout à fait. Pensez surtout que vous êtes l'ange du foyer. N'en devenez pas le démon. Wow. Et si le foyer vous paraît parfois incandescent, n'attisez pas le feu, sous peine de vous brûler. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Sacré Michel. Bien sûr, avec la ménopause, hein, vient vieillir, parce qu'habituellement, ça va ensemble, là. On a ici une belle description de c'est quoi vieillir. Vieillir, c'est s'enfermer dans l'égoïsme, l'indifférence, ne plus avoir de curiosité intellectuelle, essayer par tous les moyens, fût-ce les plus dérisoires, de recréer l'illusion de sa jeunesse.
fermer la porte à un avenir que l'on redoute. Vieillir, c'est se dessécher. Je suis seule à vouloir un poster de ça, moi, devant un beau coucher de soleil. Par où prendre ça? Dans le fond, encore une fois, là, je trouve ça très poétique. Puis, dépendamment de par où tu le prends, c'est vrai. Moi, ce que j'en comprends, c'est que vieillir, c'est un état d'esprit. Puis que même rendu à 80, t'es pas obligé d'être vieille. Je sais pas c'était quoi son intention. Le petit point, le petit bémol, ce serait, mis à part se dessécher, hein, parce que c'est vrai qu'on devient tout un petit peu un raisin sec. Mais tu sais, ne plus avoir de curiosité intellectuelle. S'enfermer dans l'égoïsme. Tu sais, si tu le prends d'un point de vue, genre peu importe ton âge, tu peux être vieux. C'est pas, mettons, l'âge qui fait que t'es vieille ou pas. Si tu le prends comme ça, fine. Si tu le prends par on vieillit tous, là, ton corps vieillit, là, ça veut pas dire de plus avoir de curiosité. Tu sais, je sais pas c'était quoi son intention avec ça. Je sais juste que ça fait drôle, hein? Ça fait drôle, effectivement. Quand une femme vous dit son âge, il est bon d'écarquiller les yeux sans froncer les sourcils. Ah, tu les fais pas! Il y a une bonne section sur, bien sûr, la grossesse et avoir des enfants. Des belles trouvailles là, qui avaient été faites dans cette section-là. Genre le test de la lapine, je pense. On se souviendra. Vous irez voir ça si vous l'avez pas vu. On est à la partie de l'entrée dans le monde du bébé. Et le sous-titre, c'est « Une légère déception, c'est une fille ». Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que c'est une affirmation, là. C'est pas genre ah, voici un paragraphe si vous êtes inquiète, mettons, parce que vous êtes un peu déçu, parce que vous vouliez un garçon. Il y a pas de petits gants blancs, de petits points d'interrogation. C'est genre une légère déception, c'est une fille. Puis après, tu lis, puis c'est un peu plus nuancé. Ouais. Mais c'était comme un sous-titre accrocheur. C'était clickbait. On va dire ça, oui. Votre mari désirait un garçon, vous ne pouviez le décevoir. Pourtant, il y avait une chance sur 2 que l'enfant qui allait naître soit une fille. 50%, là. Bien sûr, là, on parle de genre assigné à la naissance. Oui. Hein? Parce que dans ce temps-là, on parlait pas d'autre chose. Embarque pas Michel là-dedans, là, elle va capoter. Ensuite, on poursuit. La déception d'une jeune mère est généralement passagère et disparaît dès qu'elle voit son mari bien prendre la chose. Je poursuis. La déception du père peut être plus profonde. Certains hommes éprouvent un réel chagrin à voir disparaître avec eux leur nom sans avoir réussi à le transmettre à un fils. Déception légitime après la naissance de 3 ou 4 filles consécutives, mais non avant. Fait que, messieurs, vous avez le droit, là, après 3-4 filles, d'être profondément déçus, là, mais après une... Non. Chillax. Ça peut encore exister aujourd'hui, là. Ouais. Des hommes qui sont déçus de voir leur nom s'éteindre. Par contre, ce qui est le fun aussi, c'est que la femme peut donner son nom de famille. Donc le nom est pas obligé de s'éteindre. Certains vont même jusqu'à ne vouloir connaître la petite fille qui vient de naître et reprochent à leur femme de ne leur donner que des filles. Réaction forte injuste. Je sais pas. Je sais pas, Michel. Voyons. Réaction fort injuste, puisque seul le père est responsable du sexe de ses enfants. Dans tes dents, mon Joe. Ben, tant qu'à parler du rôle des pères, quand la femme accouche, Michel suggère de simplifier les tâches ménagères, ce que je suis tout à fait pour. Donner votre linge à laver au dehors. Ce qui est plus fréquent, un service genre de buanderie, je dirais pas non. Il y a les grands-parents, là. Ça remplace un peu ce service-là. Prévoyez des menus simples, c'est le moment d'utiliser des conserves, des plats préparés. Commandez par téléphone dans les grands magasins ou à l'épicerie du coin. Maintenant, c'est par Internet, mais oui. Très bon truc. Concernant les couches, si personne chez vous ne peut laver les couches, genre le père, mettons, pas envoie le père chercher les courses, faire le lavage, non. Demande à ton mari de cuisiner, de prendre la relève. Non. Si personne chez vous ne peut laver les couches, ayez recours à un service de location de couches qui vous livrera à domicile couches stérilisées et repassées et reprendra les couches sales. Je sais pas si ça existe, là. On parle bien sûr de couches lavables. C'est génial, comme on vient de vous offrir une idée de business gratuite. Quelle belle idée! Et c'est comme un des points qui décourage les gens à utiliser les couches lavables, j'imagine. Puis là, ben, c'est la solution. Puis c'est quelque chose qui existait, là, 60 ans. Elle continue en suggérant d'utiliser les nouvelles couches, les couches de cellulose que l'on jette après emploi. Elles sont maintenant tout à fait au point. Douces, résistantes, elles s'emploient seules, sans culotte spéciale, épinglées comme une couche de tissu. Elles ont l'avantage de se jeter dans la toilette lorsqu'elles sont souillées.
Je comprends pas. Comment qu'elle était faite? Mais tu sais, dans tout ce volet-là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a jamais le mot mari. Non. Mais il est où ton mari? Ben, au travail, là, mais je veux dire, toi aussi. By the way. Un autre sujet bien chaud dans ce livre-là, c'était la ligne, hein, le poids, la taille. On se rappelle que dans le tableau, là, on n'était même pas dedans, je pense. On n'existait pas. Et donc, c'est la section sur l'obésité qui a attiré mon regard. Ça va comme suit. Le mot redoutable se cache pour le commun des mortels derrière des euphémismes tels que replète, ronde, enveloppée, épanouie. Moi, je me sens très épanouie, là. Pour le médecin, l'obésité peut presque toujours s'évaluer d'un coup d'œil. Drette de même, toi. Le compas dans l'œil, la balance dans l'autre. Et se traduire numériquement par le rapport entre le poids réel du corps et le poids idéal. 5 de même, toi. Fait que le poids idéal, il y avait un poids idéal? Ouais. Tu devais avoir divisé le premier par le second, donc le poids réel du corps par le poids idéal, pour obtenir un chiffre qui varie entre 0,9 et 1,1. Au-dessus de 1,1, attention, vous êtes obèse. Ce qui veut dire que à partir de 22 livres de plus que le poids idéal, t'es considéré obèse. Ouais. Ils se baderaient pas avec l'approche santé à toute taille et tout ça, là. Non. Non, Non. Tu sais, ça dit certaines mères abusives qui veulent garder leur enfant sous leur coupe lui mijotent des plats cuisinés. L'enfant obèse ne trouve plus alors de satisfaction réelle que dans la nourriture, qui s'associe inconsciemment pour lui à l'amour maternel. Mais tu sais, de vouloir bien cuisiner des bons petits plats pour tes enfants, c'est ben à moi que je me trompe, mais c'est pas être une mère abusive. Tout le monde qui a une mère qui ont cuisiné pour eux, puis qui cuisinait bien, associe ces repas-là à l'amour maternel. Là. Oh oui, au réconfort et... C'est pas obligé d'être une déviance. Tu sais, on dirait qu'elle rejette un peu de la faute de la mère si ton enfant est obèse parce que tu y fais trop à manger. C'est encore un poids pour la femme, genre. Oui, c'est que ça. Et encore une fois, tombons dans le culpabilité fest. Quand elle a des enfants, elle peut avoir tendance à l'obésité par la suite à cause des changements d'hormones et tout. Mais attention, Michel dit, soyez femme autant que mère. Le fait d'avoir un ou plusieurs enfants ne doit pas vous faire renoncer à la coquetterie élémentaire de votre corps, qui doit et qui peut, si vous le voulez, si vous en prenez un minimum de soin, rester harmonieux. Oh, la bonne vieille volonté! On en revient à ça. C'est encore présent aujourd'hui. Là. C'est tellement lourd. Ce que les femmes portent là, sur leurs épaules, pardon, mais c'est lourd. Je dis pas que les hommes, pas lourd ce qu'ils portent non plus. Non. Ça, c'est quand même troublant. Là. Je pense que ça prendrait quasiment un trauma-avertissement. Là. Parce que il y a 4 énoncés là, qui disent pour discipliner ton cerveau. Là, finalement, c'est discipliner ton cerveau à avoir un trouble alimentaire. Là. Oui, parce que la section s'appelle « Supprimer la sensation de faim ». C'est pas censé être quelque chose que tu veux, là. Ben c'est comme ça qu'on s'est rendu ici, là, vous savez. C'est parce que nos ancêtres ont mangé. On dirait que j'ai de la misère à lire, là, mais bon. Regardez souvent les photos de femmes minces et musclées. Répétez-vous, parce que c'est vrai, qu'il suffit d'un petit effort de votre part pour devenir l'égal à une de ces femmes. J'ai le goût de brailler. Consultez la liste des aliments qui vous sont interdits, parce que bien sûr, un régime, à ce moment-là, ça veut dire des aliments interdits. Habituez-vous à les considérer comme synonymes de vieillesse, de fatigue, de maladie, de poison. C'est comment fucker ton cerveau. Ouais. Associez l'idée de régime à celle de victoire et de jeunesse. Ah, c'est tellement déprimant. Ah, mon Dieu. Maintenant que tu as développé ton trouble alimentaire, tu choisis par quel régime tu veux subsister. Choisis ton arme. On rit, mais c'est pas drôle. Non, mais on rit de malaise. Ouais. C'est notre mécanisme de défense. Moi, j'ai envie de te parler, Christine, du régime d'Antoine. Vas-y. Oh, mon bon vieux pote Antoine! C'est aussi le régime dissocié. Je sais pas si vous n'avez déjà entendu parler, je sais pas si ça existe encore, j'espère que non. Je sais pas c'est qui Antoine, mais on le salue. Il est fondé sur le fait qu'une seule catégorie d'aliments rassasie plus vite que plusieurs. Bon, principe qui a été comme utilisé de diverses façons dans les régimes. Mais lui, Antoine, disait que t'es mieux, mettons, le lundi, c'est jour de légumes. Tu manges juste des légumes le lundi. Mange-en pas le samedi, là. Le lundi. Le mardi, jour de viande. Garde-toi dans le steak. Mercredi, jour d'œuf.
Tu manges juste des œufs. T'espères que ton mari travaille à l'extérieur cette journée-là. Le jeudi, jour de lait. Le vendredi, jour de poisson. Juste du poisson. Chaque jour de la semaine, tu manges juste une catégorie, mais les aliments, ça doit fournir entre 600 et 1200 calories par jour. Vient toujours un moment dans la vidéo où j'ai envie de prendre le livre et le brûler. Nous avons franchi cette étape. Si jamais tu as le goût de te lancer dans ce genre de régime, écris-nous, on va te donner une couple d'adresses à consulter avant. OK, changeons de domaine là, parce que j'en peux plus du régime. Allons-y plutôt avec la maladie. L'homme et la maladie va comme suit. Notre grand enfant. On peut pas tout à fait contredire. Oui, c'est ça l'affaire. Ce titre, la femme est l'éternelle souffrante, constamment à la merci de ses hormones et de son système nerveux. Il me semblait que ça prenait la volonté. Pourtant, elle dure, entre guillemets, en moyenne 5 ans de plus que l'homme. C'est à vie. Tu pouvais juste écrire « Elle vit ». Celui-ci est moins sujet aux petites maladies, qu'il supporte d'ailleurs fort mal. Tu sais, les petites grippes d'hommes. Et les maladies sérieuses sont souvent celles qui mettent sa vie en danger et qui risquent d'en raccourcir la durée. Fait que ça dit que, tu sais, dans le fond, les femmes, on a les petites maladies, puis les hommes ont les grosses maladies. C'est ça que ça dit. Passons! La prochaine section m'a fait plaisir à lire. On parle du travail de la femme, de la maîtresse de maison, si on veut. Parce que ça, c'est encore un sujet aujourd'hui. On parle que, tu sais, les femmes qui restent à la maison devraient recevoir un salaire parce que, oui, c'est carrément un métier, puis ça fait économiser au gouvernement des frais de garderie, là, tu sais, tout et tout. Mais là, ça dit qu'une étude a démontré que si la maîtresse de maison, mère de famille, était payée au tarif syndical pour chacune des activités qu'elle déploie, tu sais, le ménage, le lavage, la nourriture, s'occuper des enfants et tout, elle aurait droit à un salaire annuel égal à celui d'un médecin ou d'un avocat. On se souviendra que le livre a été publié en 1966. Ouais. Or, non seulement elle n'est pas payée, mais ce qu'elle gagne lorsqu'elle travaille au dehors est généralement versé dans la caisse familiale pour améliorer la vie commune. Sa récompense, c'est le bonheur, le bien-être des siens. Ouais, ben, ça prouve que le chemin n'est pas entièrement parcouru. Chaque génération est une réaction à la génération qui la précède. Ouais. Fait que, tu sais, nous, c'était la génération des superwomen qui allaient au travail, qui faisaient tout. Tu sais, là, on est en prise de conscience collective, si je ne m'abuse, que ça existe, que la charge mentale existe, que tout ça existe. La prise de conscience, c'est la première étape, là. Good! Mais là, on fait quoi, tu sais? Ouais. Il y en a pour qui ils vivent bien, ça aussi, là. C'est un peu ce que je trouve bien de notre époque. D'habitude, c'est assez ouvert, c'est discuté dans les couples, tu sais. Je pense pas qu'en 66, la femme pouvait dire... Elle pouvait sûrement, il y en avait sûrement individuellement qui pouvaient le faire, mais c'était pas collectivement accepté, probablement, de dire, là, je sais pas, sont où tes bobettes, c'est toi qui vas les trouver aujourd'hui. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est un sujet un peu sérieux peut-être pour une chaîne qui souvent déconne, là, mais ce serait intéressant d'avoir des belles discussions en commentaire avec vous à ce propos. Est-ce que ça existe encore, vous pensez? La charge mentale, le vivez-vous? Êtes-vous d'accord avec ça ou non? Pour savoir si vous êtes vraiment timide, il y a 10 questions. C'est simple de même. Aimez-vous la nature? Oui. J'aime la nature, mais genre, je suis pas une fille de bois. Avez-vous un penchant pour la mélancolie? Oui! Oui! Je peux-tu t'en mettre 2? Êtes-vous indécise, facilement découragée? Oui. Oui. Avez-vous peu de sens pratique? Oui. Non, moi je le mettrais pas. Aimez-vous la solitude? Oui. Oui. Êtes-vous difficile à réconcilier? Vindicative? Oui. Non. Vivez-vous replié sur vous-même, en vase clos? Oui, moi je pense que oui. Mais si toi tu le mets, mettons, moi je le mettrais pas. Tu compares avec moi, mettons, pour donner tes réponses? Aimez-vous ruminer les événements passés? Ouais. Mais, hein, si j'ai dit quoi de croche en deuxième année, j'y pense encore, inquiète-toi pas. Êtes-vous une femme d'habitude? Oui. Ben, je pense que toi aussi. Oui, mais en même temps, ça me fait chier. Ben oui, mais c'est pas ton idéal, là. Et dernière question, aimez-vous une vie simple qui réduit la part des besoins? Non, je pense pas. J'aime une vie simple, mais avec beaucoup de besoins et demi. T'as combien, toi? 7. Moi aussi? Je pourrais même dire 8, là. Si vous totalisez plus de 5 oui, vous êtes sentimentale peu active, c'est-à-dire du type timide.
Ah bon? Est-ce que c'est là-dessus que les deux timides auraient terminé leur 3e exploration? Ce serait assez, hein, pour cette fois-ci. Ouais, je sais pas pour toi. Je repars de cette séance avec à la fois un profond optimisme et un profond pessimisme quant à l'avenir des femmes. Ça s'annule-tu ton affaire, dans le fond? À quel point on a parcouru du chemin, puis à quel point, sur certains points, non. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ceux qui le demandent, parce que quand on fait ces vidéos-là, souvent, on se fait demander où est-ce qu'on l'a pris. C'est une amie qui t'avait fourni ça, mais vous pouvez parfois le retrouver dans soit les friperies ou les magasins de livres usagés. Bien sûr, c'est La Femme canadienne, donc en Europe, je crois pas que ça soit disponible, mais vous avez sûrement des manuels semblables disponibles, puis si vous en connaissez, laissez-les en commentaire, comme ça, on peut passer l'information. Tu crois que pour la prochaine fois, il serait temps de s'attaquer à un nouvel ouvrage? Oui, je pense qu'on serait mûr pour se lancer dans un nouvel ouvrage. Si vous avez des suggestions, faites-nous ça en barre de commentaires. Mais moi, j'en ai déjà 2, là, auxquels faudrait s'attarder. Intéressant. On espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire un petit pouce vers le haut. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Si tu veux bien, je vais aller me repoudrer parce que mon mari s'en vient. Je dois être fraîche et dispose avec un bon souper pour l'accueillir. La bière au froid. Oui. Très bonne femme.